Bonjour, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 28 avril, bienvenue à tous et c'est l'émission Le Mug. Alors, on me dit que c'est pas le bon micro, juste je sais pas trop quoi faire. Hop. Je sais pas. Écoutez. Pourtant, je suis sur le bon micro. Le gain qui est trop fort. Ah, le gain est trop fort, ok. Voilà, là ça devrait être bon. Là, normalement, je suis au bon niveau. Le son est bon. Le son est pas terrible. Faut savoir. Là, je sais pas quoi vous dire. Là, il y en a un qui me dit que c'est bon, il y en a un qui me dit que c'est pas terrible. Bon, écoutez, vous me dites que c'est sur 5 sur 5. Ok, on va se concentrer là-dessus. Bienvenue à tous. Toujours un petit peu chaotique, hein, les débuts de Mug avec moi. Comme c'est pas mon matos et que on change les réglages entre Jérôme et moi, c'est toujours un petit peu la galère. donc voilà, ça sera plus simple quand chacun aura son bureau, ses réglages, son matos. On arrêtera de changer les réglages chaque semaine. Bienvenue à tous, en tout cas, j'espère que vous êtes levés du bon pied. Il fait beau ce matin. Mon premier mug vacciné, eh bien écoute, bien, bravo à toi Yves, c'est une bonne nouvelle en tout cas, bon vaccin, on va dire ça comme ça, hein. Hop. Bonjour à Artelis, salut Manon, salut Fouk, salut T'es Curieux, salut Toto Cool, salut Poppy, salut Electribe, salut Chimaera Live, salut Technisavoir. Salut Brazan, salut Samuel, salut Pierre-Yves, salut Surnut, salut Brazan. Bon, il y a déjà du beau monde là, je vois dans la chatroom. En tout cas, j'espère que vous avez la forme. Moi, ça va. J'ai la pêche ce matin. On a pas mal de petits articles intéressants pour discuter de l'actu tech. Donc, un mug comme je les aime. Et comme d'habitude en ce moment, c'est vrai que je vous parle que de séries en ce moment. Eh ben, j'ai une série dont on va discuter ensemble. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais c'est la nouvelle série de Netflix qui s'appelle Shadow and Bone, qui est sortie vendredi. Voilà. Mais avant de parler série, de quoi va-t-on parler ce matin ? Eh ben, on va parler un petit peu de rumeurs autour de la nouvelle puce que serait en train de commencer en tout cas à produire en production de masse, Apple, la puce M2, la suivante après le M1. On parlera également de publicité ciblée et de la nouvelle réglementation d'app tracking qui fait son arrivée sur iOS avec la dernière mise à jour. Et surtout, donc Jérôme en a déjà parlé hier, mais nous on va s'intéresser surtout aux éditeurs en Allemagne qui grincent des dents et qui essayent d'attaquer justement Apple sur ce sujet. Et puis ensuite, on parlera pas mal ce matin de Spotify, pas mal de petites news à vous partager. Pas si petites que ça d'ailleurs, mais on va parler prix, comme vous l'avez vu dans le titre de l'émission. Les prix de Spotify augmentent. On va parler également de Spotify avec son intégration toujours plus poussée sur Facebook. Et puis on parlera encore une fois de Spotify, mais cette fois-ci du côté des podcasts. Et oui, eux aussi se musclent leur suite d'outils pour les créateurs de podcasts pour monétiser leur programme et leur création. Voilà. Et puis là, on parlait des créateurs, mais on va parler aussi des créateurs sur Instagram. Et oui, Instagram, eux aussi, se musclent au niveau des outils pour permettre tout simplement aux créateurs de monétiser leur travail, notamment avec des shops, des petits magasins, des petites boutiques accessibles sur Instagram. Alors, on avait déjà ça pour les marques, mais là, ça va s'adresser spécifiquement aux créateurs. On verra de quoi il en retourne un peu plus précisément tout à l'heure, justement. Et puis ensuite,
On parlera un petit peu d'une étude, en tout cas d'une enquête qui a été faite là récemment sur le comportement justement des utilisateurs sur ces plateformes de vente à particulier, hein, que ce soit Vinted, que ce soit Le Bon Coin, etc. Alors on avait quoi là comme plateforme? V-Dressing, Vestiaire Collective. Là ils se sont un peu plus intéressés notamment à la mode, aux habits, etc. Donc à ces plateformes un peu plus spécifiques et comment ça façonne un petit peu les comportements sur les plateformes, sur ces plateformes en tout cas, et qu'est-ce qu'il en résulte d'un point de vue stress potentiellement, pression, etc. Donc ça c'est assez intéressant et on parlera aussi d'une autre étude cette fois-ci qui s'intéresse à la lumière bleue et ses méfaits. Alors évidemment on parle énormément de la lumière bleue, mais est-ce que c'est le seul coupable qui perturberait nos cycles de sommeil? Peut-être pas, très certainement pas en tout cas. C'est ce que cette étude nous parle et nuance un petit peu justement le grand méchant de la lumière bleue. Voilà pour les articles tech et comme je vous le disais, on terminera avec une petite série. Je vois qu'il y en a qui... Merci pour la recommandation de Ted Lasso, je l'ai regardé ce week-end et j'ai adoré. Bon cool Kylian, ravi que ça t'ait plu. C'est vrai que c'est le genre de série, ça fait du bien d'avoir de la bienveillance, de l'optimisme et de l'humour comme ça, voilà, diffusé de manière assez intelligente, on va dire ça comme ça. Voilà, en tout cas, pour le programme ce matin. Et bien du coup, sans plus tarder, je vous propose d'enchaîner avec les articles. Ted Lasso, je suis étonnée qu'on n'en parle pas plus. Oui, Freyu, je pense aussi que c'est pas une série extravagante. Tu vois, Freyu, je pense qu'elle est un peu modérée. C'est un petit peu compliqué de vendre, je trouve, Ted Lasso, parce qu'en fait, le pitch, il est pas incroyable. Les acteurs sont pas des grandes stars, même s'il y a Jason Sudeikis. Il n'y a pas de grosses réactions liées à Ted Lasso et pourtant je trouve qu'en effet c'est une série qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Alors après c'est peut-être aussi que il y a peu de personnes qui s'intéressent à Apple TV+, mais je me rappelle Clément parle de The Morning Show par exemple, on avait quand même beaucoup plus parlé de The Morning Show, mais en même temps il abordait des sujets qui étaient assez en vogue à ce moment-là. Voilà, même si Tim Cook en effet a mis le focus sur Ted Lasso lors de la keynote, tout à fait. Mais Ted Lasso rentre parfaitement dans le moule Apple TV+, quoi. C'est de la bienveillance, c'est de l'humour, etc. C'est beaucoup sur l'esprit d'équipe aussi. Donc c'est parfait pour Apple, je trouve, comme série. Ça leur ressemble énormément. Bref, on n'est pas là quand même pour reparler de Ted Lasso, mais merci en tout cas de me partager vos retours et ce que vous avez pensé des petites séries que j'aborde durant ces émissions. Ça fait super plaisir, mais si vous voulez, on pourra en reparler à la fin de l'émission. Jérôme qui nous dit la recette de shortbread de Ted est disponible sur internet. On l'a pas encore testé nous, hein. Il faudra qu'on la teste peut-être. Bref. On va parler quand même Actu Tech ce matin. On va commencer avec Apple parce que je sais que vous étiez en manque d'Apple. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Apple dans le mug. Et du coup, parce que moi j'en ai pas assez parlé la semaine dernière, je vous en remets un petit peu une couche pour commencer la journée. Mais de quoi on va parler cette fois-ci? C'est de la nouvelle génération de puces côté Apple. Alors évidemment, on a énormément parlé de la puce M1, première puce conçue intégralement par les équipes d'Apple, hein, qui se retrouve aujourd'hui sur le Mac mini, le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces, et l'iMac, maintenant l'iPad aussi, hein, le nouvel iPad Pro, voilà,
là, puisqu'on en a parlé la semaine dernière, mais c'est pas tout, puisque là, a priori, la puce M1, même si on loue ses performances, elle s'adresse peut-être plutôt à un marché grand public, et donc du coup, il y a pas mal de personnes, notamment les pros, qui regardent d'un coin de l'œil comme ça pour voir s'il n'y a pas autre chose qui se trame chez Apple. Et a priori, si l'on en croit Naki et Asia, justement, Apple serait désormais prêt à franchir un nouveau cap, puisque la production de masse de la puce M2 aurait ainsi débuté pour une potentielle mise sur le marché attendue pour dans 3 mois, soit a priori entre a priori juillet quoi, à peu près. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, 3 mois, alors attendez, ça, je suis un petit peu étonnée pour quand est-ce qu'a paru l'article, évidemment, j'ai pas de date, mais si l'article est récent, ça serait plutôt août, et donc plutôt une sortie en septembre, pour des appareils en septembre. Bref, est-ce que mon article est frais quand même? J'ai un petit doute, je préfère quand même vérifier, prendre un petit peu le temps de vérifier, parce que du coup, j'avais pas vu ça, mais ça m'étonne. Bah oui, il est paru il y a 7 heures. Bah, on est en mai, juin, juillet, on est d'accord que du coup ça amène en août, pas en juin ou en juillet, sinon on ne sait pas comment calculer 3 mois. Bref, c'est pas grave. Donc, écoutez, moi je vais vous dire 3 mois ça fait août, et du coup ça serait pile poil à temps, du coup, pour une potentielle annonce hardware qui serait prévue en septembre avec la potentielle traditionnelle présentation pas WWDC, parce que ça c'est plutôt en été à destination des développeurs, mais la traditionnelle présentation pour le grand public avec des nouveaux produits plutôt en septembre, fin d'année, pour les fêtes de fin d'année notamment, mais pas que. Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant. Alors encore une fois, on spécule, hein. Là c'est des rumeurs, donc on n'a aucune confirmation vraiment. Mais là où on peut se poser la question, c'est quel appareil serait doté donc de cette fameuse puce M2. Et a priori, ce serait le bon moment potentiellement pour une remise à jour d'un MacBook Pro 16 pouces. Voilà, donc quelque chose d'adressé au marché professionnel, puissant, léger, avec potentiellement un modèle doté d'un design légèrement remanié, une connectique peut-être plus complète également, et avec la toute dernière puce Apple Silicon. Voilà, à voir. Ils feront sûrement comme cette année diviser les keynotes en deux. Ouais, c'est tout à fait possible, hein, Medibull. On voit qu'ils aiment bien le format 1 heure. Donc c'est tout à fait possible que pour pas dépasser 1 heure et avoir le temps de s'extasier devant la prochaine génération des iPhones, on ait plusieurs keynotes en fin d'année, tout à fait. On est en avril toujours. Bah les gars, on est le 28 avril. Hein. Donc quand on est le 28 avril, on se dit, et l'article est paru hier, donc c'était le 27, on peut se dire que le mois d'avril est terminé. Donc après mai, juin, juillet, complet, ça amène à début août. Ils vont pas faire une annonce en août quand tout le monde n'est pas là. Ils vont plutôt l'attendre pour septembre. Voilà. Voilà comment moi je calcule un petit peu la timeline. Puisque si on parle de 3 mois, c'est 3 mois complets. À voir, hein. À voir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Mais écoutez, on peut faire des pronostics. Parce qu'après, on a rarement vu quand même des sorties hardware annoncées à la WWDC, puisqu'on est plutôt sur du software, puisque c'est à destination des développeurs. Donc, s'assurer justement créer l'engouement autour de la création de logiciels, d'applications pour les OS d'Apple, pour que ça soit prêt ensuite pour l'annonce hardware. Mais bon, à voir, hein. Encore une fois, moi je spécule là, hein. On discute de rumeurs, donc tout est bon à prendre. Le M1 n'est pas complètement exploité, que le M2 sort, vive la pénurie des composants et obsolescence. Oh, mon Dieu, ça y est, on s'offusque dans la chatroom. Mais qu'est-ce que t'en dis qu'en fait toutes les autres marques ont différentes gammes de processeurs. Enfin, moi, ça m'étonne pas forcément, et ça veut pas dire que le M1 sera plus exploité, ça sera peut-être pour différentes gammes, etc. À voir, hein. Je ne connais pas en détail, en tout cas, la stratégie d'Apple sur le sujet. Voilà. Alors, en effet, s'ils s'amusent à mettre à jour chaque année des puces, je sais pas. En même temps, la première génération, c'était qu'une première génération, le M1. Honnêtement, c'est possible qu'ils le mettent à jour. Je ne sais pas. Il faudra voir en effet ce qu'ils nous annoncent, ouais.
possible, mais vu que le M1 a été dévoilé en novembre, ça semble peu pour sortir une nouvelle génération à peine 6 mois plus tard. C'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être pas forcément une mise à jour du M1, mais c'est peut-être une puce pour une autre gamme, une gamme plus professionnelle, encore plus performante. Et d'ailleurs, en termes de nom, on nous dit que ça serait potentiellement baptisé M1X ou M2, on sait pas. Mais en tout cas, ça serait quelque chose d'encore plus performant, plutôt pour un marché pro. À voir, encore une fois, je n'ai pas de certitude sur le sujet. J'hésitais à prendre un iMac M1, mais finalement, je vais attendre du coup. Ali Moshi Moshi, je pense pas qu'ils vont mettre à jour leur iMac du coup en suivant. Oui, voilà, Jérôme nous dit le M1 va rester longtemps, mais avec un positionnement entrée de gamme. Alors, entrée de gamme, je trouve ça un peu négatif, mais plutôt un positionnement grand public, accessible à tous. N'oubliez pas que si on dit processeur encore plus performant, veut dire plus cher aussi. Donc ça fait monter les prix. Voilà. Donc à voir. À voir, à voir. Je suis pas trop inquiète, hein. En effet, si vous planifiez d'acheter un iMac M1, surtout qu'ils viennent d'être annoncés, ils vont pas les mettre à jour en septembre, hein. Clairement pas. Donc voilà. Après, il y aura peut-être des iMac plus performants, plus professionnels, on n'en sait rien. En tout cas, on vous tiendra au courant, évidemment, si on a des infos plus précises au fur et à mesure qu'on avance dans le calendrier, évidemment. Vous savez qu'on vous tiendra au courant. Voilà pour la news. En tout cas, c'est pas une news, c'est une rumeur, hein, pour quand même rétablir la vérité. Voilà, on enchaîne avec, encore une fois, Apple, mais je vais faire court là-dessus parce que je sais que Jérôme en a parlé hier, mais juste pour revenir sur justement la nouvelle mise à jour de l'OS d'Apple qui va du coup forcer du coup à demander aux internautes tout simplement leur accord au préalable avant d'être suivis à la trace et autoriser du coup la collecte de données par les applications et entre les applications qui souhaitent du coup cibler les utilisateurs avec une publicité plus ciblée justement, plus pertinente. Et donc comment ça va se passer, juste pour rappeler un petit peu le concept de ce app tracking, app tracking transparency, cette nouvelle mise à jour du système de tracking publicitaire sur iOS, tout simplement il y aura une fenêtre, une petite pop-up qui va s'ouvrir pour recueillir votre consentement de temps en temps lorsque vous naviguez d'une application à l'autre. Et si vous refusez évidemment de partager vos informations, et du coup l'identifiant publicitaire sera désactivé et la personne ne sera plus pistée, vous ne serez plus pisté lorsque vous passerez d'une application à une autre. Et évidemment, ça va grandement impacter le ciblage et les performances de ciblage publicitaire et donc le revenu généré avec la publicité puisque celle-ci sera beaucoup moins pertinente et donc aura moins de valeur, rapportera moins du coup aux sociétés donc, qui reposent sur ce business model. Et donc, voilà, donc ça c'était vraiment pour résumer un petit peu qu'est-ce que c'était cette app Tracking Transparency qui arrive avec la dernière mise à jour 14.5 justement d'iOS sur Apple. Et là c'est la fédération allemande des publicitaires, ZAW, je sais pas pourquoi j'ai commencé à faire du français et de l'anglais. Donc la Fédération allemande des publicitaires avec 9 associations également regroupant notamment les réseaux sociaux comme Facebook, le groupe Axel Springer qui est propriétaire des journaux allemands Bild and Die Welt. Je ne parle absolument pas allemand donc je m'excuse d'avance comment j'ai écorché les noms des journaux, je m'en excuse. Voilà, tout ce groupe-là en tout cas ont saisi l'autorité de la concurrence allemande. Tous craignent évidemment que près de 60% de leurs recettes disparaissent, anticipant un refus massif des utilisateurs d'être pistés. On a eu déjà ce même genre de comportement en France, puisque cette fois-ci c'était l'Internet Advertising Bureau, IAB, qu'on connaît sous son petit nom pour ceux qui ont pu travailler avec des formats publicitaires, et d'autres plaignants ont déjà également saisi l'autorité de la concurrence en octobre dernier pour essayer d'empêcher cette évolution. Voilà, donc on avait notamment le président d'IAB France qui s'était exprimé en disant « Si nous avons perdu sur la mise en place de mesures conservatoires, une instruction est toujours en cours au fond. » Voilà, donc ce n'est pas encore complètement tranché, en tout cas en France, et ce qui est reproché
reproché, c'est qu'Apple s'arroge le droit de choisir le modèle économique des éditeurs d'applications en mettant à mal les offres gratuites qui sont financées, elles, par la publicité en pénalisant évidemment le modèle publicitaire et ce qui pousse du coup les éditeurs à passer à un modèle payant sur lequel Apple va pouvoir prélever évidemment une commission. Rien n'est gratuit dans ce bas monde et il y a toujours des stratégies évidemment business, rien n'est fait juste de bonté de cœur. Il y a aussi évidemment tout le business model, les valeurs d'Apple évidemment derrière, mais il y a aussi le business model qui repose. Et c'est évidemment très stratégique de la part d'Apple de garantir la vie privée tout en favorisant un modèle payant pour récupérer des sous-sous. Voilà. Donc là, encore une fois, je suis pas en train de défendre non plus le modèle publicitaire. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients sur les deux modèles. C'est un sujet qui est très très complexe, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait couler de l'encre et on n'a pas fini d'en entendre parler. Donc pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Hein. C'est vraiment, ils ont juste saisi l'autorité de la concurrence allemande. Il va falloir attendre avant d'avoir des conclusions sur le sujet. Donc en Allemagne, en France, etc. Il y aura peut-être quelque chose à l'échelle européenne. Je sais que voilà, Apple est dans le collimateur. Et également, évidemment, on ne tardera pas à vous en parler si on a des infos sur le sujet, mais c'est sûr que ça fait grincer des dents pas mal d'acteurs dans le domaine. Et donc, il y aura potentiellement un gros changement de business model d'Internet. Hein. Plus pisté, mais pas moins de pub. J'ai l'impression que tout le monde pense qu'il y aura moins de pub, mais c'est faux. En effet, sur Newt, je pense que c'est une bonne remarque ce que tu fais, parce qu'en fait, tu peux aussi avoir le mouvement inverse, c'est-à-dire moins tu peux, avoir de la pub pertinente, moins la pub a de la valeur, et donc du coup, pour compenser la perte en pub, tu vas afficher potentiellement plus de pubs qui rapportent moins, pour compenser la perte, parce que c'est moins qualifié. Donc potentiellement, ça veut dire aussi potentiellement plus de pubs, plus de formats publicitaires. Mais après, il y a toujours un moment où en fait tu atteins, on le voit dans les différents produits, hein, et ce genre de stratégie a été testé évidemment, c'est à partir de quel moment il y a trop de pubs et en fait tu te mets à perdre des utilisateurs au lieu de trouver ton sweet spot, ton point d'équilibre entre pouvoir monétiser avec de la pub et ne pas faire partir tes utilisateurs parce qu'il y a trop de pubs justement. Donc c'est là où c'est pas forcément super évident encore, mais en effet tu as raison quand on parle de ne plus pister, mais ça veut pas dire moins de pub, c'est que ce qui se passe c'est que quand on piste pas, la pub est moins pertinente et donc elle est moins qualifiée, donc elle a moins de chances de faire de la conversion pour la publicité, et donc ça veut dire qu'elle va être moins chère, moins rapportée, et donc pour compenser cette perte de revenus, il y aura potentiellement plus de formats d'affichés. À voir, on n'est pas sûr évidemment que ça peut être ça. Ça peut être aussi délaisser le modèle publicitaire pour un modèle payant classique avec un paywall, etc. On n'en sait rien. Il y a plusieurs stratégies possibles. Je suis d'accord avec toi. C'est effrayant de se dire que Apple contrôle la tech avec leur choix. Je pense que Shimaera, en effet, hein, c'est une des peurs des gouvernements qui se disent attention, les sociétés tech ne doivent pas avoir plus de pouvoir que les gouvernements. Ce sont des sociétés privées et il ne faut pas qu'elles se mettent à définir les libertés ou carrément le business model de pans entiers de l'industrie. Et donc là, on est sur notamment les journaux, l'information, mais pas que. Il n'y a pas que qui subsistent avec des modèles publicitaires, mais donc c'est ça qui va être très très intéressant, parce que là c'est vraiment un business model du web qui est vraiment impacté. Oh, le web, ça fait tellement années 2000. Donc pour l'instant, on regarde ce qui se passe et on continuera de commenter évidemment avec les nouvelles informations. Ne pas oublier que les utilisateurs d'iOS 14.5 et suivants sont une petite minorité dans l'audience de sites internet. Il est prématuré de penser que cela va changer quoi que ce soit si ce système reste cantonné à ses seuls utilisateurs. Je suis pas d'accord avec toi, Hibou, parce que d'abord, c'est pas limité aux sites internet, mais c'est également sur les applications. Il y a une différence, hein, c'est site internet et application. Sur lequel ça va être appliqué. Donc c'est pas rien quand tu parles du business model
sur le parc d'applications aujourd'hui. Et en fait, on voit que les mises à jour sont faites relativement rapidement. Donc, non, non, ça va pas être anecdotique du tout, hein. Pas du tout, du tout. Voilà. Donc, on continue et je vous propose de commencer à parler de Spotify. C'est un peu le gros sujet du jour. J'aime bien avoir des sujets un peu dodus où je vais passer du temps à parler d'une société en particulier. Et ben là, aujourd'hui, c'est Spotify. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé comme ça de Spotify. Donc, merci à Spotify de faire des news. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Qu'est-ce qui se passe du côté de Spotify? Alors, on a vu pas mal d'articles. Et on en a parlé également dans le rendez-vous tech, chose qu'on n'avait pas bien lu l'article. Il y avait une information comme quoi Spotify augmentait ses prix en Europe. Voilà, et donc Europe, États-Unis également. Donc voilà, on revoit à la hausse les tarifs de ces offres, avec notamment le format familial qui grimpe, avec également le format duo. Hein. Donc pour rappel, ce qui va se passer, c'est que la formule étudiant à 5,99€ par mois passe à 5,99€ par mois au lieu de 4,99€ par mois. On va avoir également la formule standard, elle, pour l'instant, qui ne bouge pas. On va avoir la formule duo, elle, qui passe à 12,99€, donc 1€ de plus que précédemment. Et le format, le prix famille, en tout cas, qui lui grimpe de 2€, puisqu'il augmente à 17,99€ au lieu de 15,99€. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Spotify France, eux, dément la hausse des prix. Donc, en gros, ça veut dire que les tarifs qui sont annoncés concernent l'Europe, mais pas forcément tous les pays. Puisqu'en France et en Belgique, les prix resteront inchangés pour l'instant. Voilà. Donc, à savoir pourquoi les prix restent potentiellement inchangés, en tout cas en France, c'est que tout simplement, ils avaient déjà revu leur prix à la hausse en février, donc ça peut faire un peu beaucoup. Quand même, d'annoncer 2 hausses de manière consécutive. Donc voilà, peut-être qu'ils vont attendre un petit peu plus. En tout cas, voilà, le prix était déjà passé en février, notamment pour l'abonnement famille, et il était passé déjà de 14,99€ par mois à 15,99€. Donc ça fait trop tôt pour justement cumuler les annonces. Voilà, vous avez pris 1€, c'est ça, c'est ce que tu me dis, Hélène Sarr. Donc c'est pour ça qu'il ne se voyait pas encore annoncer une augmentation. Ça ne veut pas dire qu'on en sera protégé très longtemps, mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas d'augmentation en France, mais ça concerne les autres pays européens, mais pas a priori la Belgique et la France. Donc voilà, donc ça c'est juste pour aller rapidement là-dessus. Pareil, hein, même logique du côté des États-Unis, puisqu'on va passer de 14,99€ à 15,99€ aux États-Unis pour la formule famille, et le coût des autres forfaits pour l'instant reste inchangé. Voilà. Et ça rentrera en vigueur, pour ceux qui se posent la question, le 30 avril 2021, donc très bientôt. Voilà, on est le 28, hein, pour rappel, c'est la fin du mois d'avril, et donc très très rapidement, ça passera donc au nouveau prix. Voilà, mais pour l'instant, en France, en tout cas, on est préservé de cette augmentation. Ah, on nous dit que pour l'abonnement duo, 12,99€, c'est déjà ce que vous payez. Bah voilà, c'est pour ça qu'il n'y a peut-être pas d'augmentation. En effet, les prix entre les différents pays et les différents forfaits sont pas forcément identiques. Tout ça pour de la musique, moi je dis let's go Apple Music, comme ça tu regroupes iCloud, Apple Music, Apple Arcade pour le même prix. C'est le même prix, je pense pas, hein, parce que moi j'ai un abonnement iCloud et j'ai pas accès à Apple Music. Hein. J'ai un abonnement de stockage iCloud et j'ai pas Apple Music. Que je paye, je sais même plus combien par mois. Je crois 9,99€, je suis plus sûre. J'ai le premier, la première formule. Il y en a qui sont pro Deezer là dans la chatroom. Donc, même pour les pro Deezer ou les pro Apple Music, on va continuer à parler de Spotify, parce que comme je vous disais, il y a pas mal de petites news côté Spotify. Spotify resserre un petit peu leur intégration sur la plateforme Facebook. C'est pas la première fois, hein, d'ailleurs, puisqu'on sait que vous pouvez connecter les deux comptes pour laisser voir à vos amis, tout simplement, et voir aussi, vous, vos amis, qui écoute quoi, tout simplement, pour pouvoir partager l'écoute. Alors, il y a
On a eu plusieurs interviews du dirigeant de Spotify qui disait que bon, les fonctionnalités sociales de partage de ce que j'écoute, etc., finalement, c'est pas forcément ce qui fonctionne très très bien. Moi, je me rappelle très bien au début de Spotify où il misait beaucoup hein, sur partager ce qu'on est en train d'écouter avec ses amis. Moi, j'avais absolument pas envie de partager ça. Puis alors, des fois, j'écoute des choses dont je suis pas forcément super fière, donc j'ai pas envie de m'en vanter non plus. Donc voilà, c'est vrai que finalement, on voyait que la musique ou ce que tu écoutes au quotidien, c'est quelque chose qui reste assez privé, que tu n'as pas forcément tout le temps envie de partager. Donc finalement, il s'était un petit peu calmé sur les fonctionnalités sociales côté Spotify, mais quand même l'intégration avec Facebook restait là, voilà. Et donc là, elle va un peu plus loin avec notamment un mini lecteur, un mini player qui va être encore mieux intégré avec Spotify. Alors je vais peut-être vous montrer à quoi ça ressemble, ça sera peut-être un peu plus parlant pour vous. Hop, est-ce que je peux augmenter la photo? Voilà. Alors tout simplement, quand vous allez pouvoir partager un titre, et ben vous voyez donc vous avez le post principal avec la miniature et la prévisualisation du titre, et en dessous vous avez le mini player qui est déjà disponible pour que vous puissiez voir et contrôler depuis l'application Facebook ce que vous êtes en train d'écouter sur Spotify. Donc en fait, il y a vraiment une pénétration en fait des deux applications Spotify, Facebook. Enfin vraiment, c'est plutôt Spotify vers Facebook et pas vice versa. Hein. C'est pas Facebook sur Spotify, mais vraiment l'inverse. Et donc vous allez pouvoir contrôler ce que vous écoutez de Spotify directement dans votre app Facebook pour avoir une expérience assez fluide. Voilà, tout simplement. Ça sera du coup plus facile et ça vous permettra aussi de continuer à naviguer du coup sur le flux, le feed Facebook tout en écoutant la musique. Alors là où je suis assez curieuse de voir comment ça va fonctionner, c'est comment ils ont réussi à bien faire en sorte à passer le relais entre lorsque vous allez jouer une vidéo sur Facebook ou un titre sur Facebook versus le player Spotify. Ça serait intéressant. En tout cas, j'ai envie de tester ça pour voir comment ça fonctionne. Je suis assez curieuse. Voilà. À quand une scène OBS intégrant l'iPad de Marion? C'est une bonne question, mais je crois que c'est pas forcément si facile que ça à mettre en place. Sinon, on l'aurait fait. Je suis étonnée que Facebook n'a pas créé son service de musique, genre Facebook Music. Ouais, c'est un bon point. C'est un bon point. En même temps, c'est quand même une industrie assez spécifique et aujourd'hui, Facebook reste quand même plutôt assez large sur des créateurs, sur du crowdsourcing, etc., avec des posts. Il y a Instagram avec les créateurs, etc. Je pense que la musique, c'est un peu plus spécifique, un peu trop spécifique peut-être pour eux. Il n'y a pas une société qui voudrait vendre des abonnements avec tous les trucs de streaming à moindre coût et comme ça, nous, on fait un seul versement pour tout. Slow 971, on avait vu des choses comme ça, hein, il me semble. On avait vu des embryons de bundle. Mais tu vois, par exemple, nous, c'est ce qu'on avait opté finalement. Tu vois, l'abonnement Canal+, qui regroupe Canal+, Disney+, OCS et Netflix. Finalement, on a ça. Hein. Je ne mettrai pas Spotify sur Facebook en raison de leurs problèmes de sécurité, piratage, entre autres. Oui, mais en fait, le truc, c'est que si tu te fais pirater Facebook, ça te fait pas forcément pirater. En fait, c'est pas. Tu peux connecter les comptes, mais t'as peut-être pas besoin d'utiliser tes logins Facebook pour te connecter à Spotify. Je pense que tu peux connecter les deux comptes sans utiliser le login de l'un ou de l'autre sur les deux plateformes. Donc rester sécurisé, quoi. À voir. Il y en a qui rêvent de bundle là dans la chatroom.
Voilà, en tout cas, pour, l'intégration un peu plus approfondie pour Spotify et puis, la dernière news, c'était, Spotify et les podcasts et oui, alors que, il y a, à peine une semaine, mardi, dernier, donc pas hier, mais mardi d'avant, Apple nous annonçait justement sa plateforme de, monétisation de podcasts pour les créateurs de podcasts, qui va leur permettre du coup de mettre en place des stratégies, d'épisodes gratuits, d'épisodes exclusifs, etc. et de gestion d'abonnements payants pour pouvoir accéder au contenu exclusif des podcasts, et ben Spotify vient de faire la même chose. Alors ils en avaient déjà un petit peu parlé en février lors de leur événement, mais là ça y est, depuis hier, la plateforme est sortie. Leur fameuse plateforme, créateur plateforme avec ce programme du coup vraiment d'épisodes et de contenus disponibles uniquement sur abonnement via Spotify. Donc ça c'est assez intéressant. Donc ça sort spécifiquement aux États-Unis. Ça a été donc c'est sorti donc hier aux États-Unis. Aujourd'hui pour l'instant il y a uniquement 12 podcasts indépendants qui font partie et qui ont accès à cet outil, qui font partie de ce programme. Mais évidemment dans les mois à venir il y aura beaucoup plus de créateurs. Il y a d'ailleurs une liste d'attente pour pouvoir participer et accéder à cette plateforme de monétisation. Alors comment ça fonctionne ? Tout simplement, l'accès à cette plateforme de monétisation pour gérer vos podcasts et gérer vos revenus, etc. via ce fonctionnement d'abonnement est gratuit pour l'instant. Ça veut dire que vous allez pouvoir récupérer 100% des revenus liés à ces abonnements. Et en excluant évidemment les frais de transaction qui seront gérés justement par l'acteur qui gérera les transactions sur Spotify. Je ne sais pas si c'est Spotify ou un partenaire, mais voilà. Mais sinon, il n'y a pas de part prise par Spotify. Ce sera disponible à 100% pour les créateurs de revenus. À partir de 2023, donc 2 ans après, Spotify prévoit d'introduire des frais de 5% pour pouvoir accéder à cet outil de monétisation. Donc pas exactement, mais presque similaire à Apple. Puisqu'Apple, eux, ils ont donné un prix fixe de $19,99 pour pouvoir accéder à leur outil de monétisation, tandis que Spotify, eux, carrément prendront 5%. Donc ça veut dire que le prix sera potentiellement encore plus cher que $19,99 si vous générez beaucoup de revenus également. Voilà, donc le contenu de ces abonnements de podcasts payants sera trouvable avec la search de Spotify, comme n'importe quel autre épisode de podcast, sauf qu'il faudra payer pour y avoir accès, vous abonner et payer pour y avoir accès. Voilà, donc comme je vous le disais, il y a 12 créateurs indépendants pour l'instant qui sont enrolled, qui sont embarqués dans ce programme et qui va s'ouvrir au fur et à mesure. Et un de ses partenaires, c'est notamment NPR, qui est assez connu, notamment surtout aux États-Unis. Voilà. Et donc c'est intéressant, là où moi je m'interroge un petit peu en tant qu'utilisatrice Spotify, et j'en avais parlé justement dans le rendez-vous tech hier, c'est que Spotify, ils ont déjà un abonnement. Il y a déjà un abonnement, moi je paye déjà je crois que c'est 9 euros, oui c'est 9,99 €, j'ai la formule standard, une personne, 9,99 € par mois, pour pouvoir accéder à ma musique, les podcasts, etc. Et du coup pour moi, j'ai accès à ce que je veux, c'est-à-dire la musique, les podcasts, etc. Après, Spotify fait sa combine de reverser aux ayants droit, aux créateurs ou aux artistes, etc. en fonction de qui ils doivent reverser. Mais moi, je paye déjà en tant qu'utilisatrice. Et donc, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment ils vont réussir à me convaincre de payer en plus des épisodes exclusifs. Alors que du côté de Apple Podcast, là, je comprends beaucoup mieux le business model, parce qu'Apple Podcast, par définition, c'est gratuit. La majorité des épisodes sont gratuits, et certains programmes seront payants, mais vous n'avez pas déjà un abonnement à payer pour accéder à Apple Podcast. Donc c'est là où je suis assez étonnée, pour rester polie. Donc en tant qu'utilisatrice, je trouve ça compliqué ce que Spotify essaie de faire. Moi, j'étais partie du principe
très naïf, que du coup, comme il y avait déjà des frais de Spotify, ils feraient un peu comme à la Prime, c'est-à-dire ils allaient reverser en fonction des créateurs dont vous écoutez les podcasts, ils allaient reverser proportionnellement les revenus générés par vos abonnements, quoi. Voilà. Et là, il n'y a même pas, par exemple, alors peut-être que ça va arriver dans le futur, mais par exemple, il n'y a même pas l'idée de, pour les abonnés Spotify, vous pouvez vous abonner gratuitement, du coup, à un premier podcast pour en profiter, pour profiter de ces contenus exclusifs. Il n'y a même pas ce genre d'hameçon, d'appât, on va dire, pour attirer, voilà. Je me vois pas aujourd'hui faire une transaction sur Spotify. Bon, après, ils avaient déjà un peu intégré du merchandising, etc., mais on le voit pas tellement. Parce qu'en fait, le problème de Spotify, c'est qu'on ne navigue pas, on n'utilise pas l'application en tant que telle, de manière active, on l'utilise de manière passive. C'est-à-dire qu'une fois vous sélectionnez les titres, vous en foutez un petit peu de Spotify, vous allez faire autre chose, quoi. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué, je trouve, en termes de comportement pour ce type d'application de musique, en fait. Tu payes Twitch ou YouTube pour éviter la pub. Et je paye pas. En fait, là, c'est pas pour éviter la pub, c'est pour accéder au contenu que tu dois payer. Donc c'est pas la même chose. Et je paye pas Twitch, par exemple. Alors moi j'ai Prime, donc j'ai un abonnement gratuit, voilà, qui est inclus dans mon abonnement Prime, mais je fais pas de tips, quoi. Et à la rigueur, Twitch c'est inclus dedans, quoi. Et vous avez raison, hein, c'est en plus. Mais comment dire? Là où je trouve ça malin du côté de Twitch, c'est que ça bloque pas l'accès au contenu, ça vous encourage, il y a des incentives à soutenir les créateurs. Voilà, en plus des abonnements. Donc à voir. À voir en tout cas ce qui va se passer. Je serais assez intéressée de voir justement l'intégration dans l'expérience utilisateur. En tout cas pour Spotify. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, Spotify a triplé le nombre de podcasts sur leur plateforme l'année dernière, puisqu'ils sont passés de 700 000 podcasts au quatrième trimestre 2019 à 2,2 millions de podcasts au quatrième trimestre 2020. Donc, en effet, il y a une stratégie assez agressive, hein, évidemment, du côté de Spotify. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que c'est vraiment un investissement sur le long terme concernant les podcasts, puisque évidemment les podcasts ont été vus comme un outil pour booster l'engagement sur la plateforme et également c'est très lié à la croissance, à la rétention, à l'attention et la croissance des utilisateurs. Et évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont pouvoir se prendre des pourcentages ensuite sur les podcasts et potentiellement les dons, en tout cas, les abonnements podcasts. Et donc, ça fera une autre source de revenus pour Spotify. On enchaîne avec justement, donc là on parlait de soutenir les créateurs de podcasts, et ben là on va parler de soutenir ou de donner des moyens de monétisation aux créateurs, mais cette fois-ci sur Instagram. On est vraiment, c'est assez intéressant je trouve, actuellement on est vraiment sur donner des outils aux créateurs pour professionnaliser, monétiser leur activité en tant que créateur. C'est assez intéressant, donc il y a pas mal d'initiatives à travers les plateformes qui sont en train d'être mises en place, et donc là c'est sur Instagram. Alors on avait déjà des outils existants, mais plutôt pour des boutiques, des marques, notamment on avait les shopping features, les fonctionnalités d'achat qui étaient déjà disponibles et qui permettaient du coup aux entreprises de vendre des produits. Mais là, cette fois-ci, on va étendre justement ces fonctionnalités de shopping du côté des créateurs avec ce qu'on appelle donc des creators shop. Voilà. Donc là, on va avoir plusieurs informations plusieurs nouveautés qui vont faire leur arrivée. Donc on va avoir les creators shop, on va avoir des branding content marketplace, on va avoir des liens d'affiliation, etc. Donc tout ça, ça a été des fonctionnalités qui ont été annoncées par Mark Zuckerberg durant un live stream avec le chef d'Instagram, Adam Mosseri.
Donc ce qu'on voit, un peu plus en détail, c'est que donc on va permettre aux créateurs de mettre en place leur propre boutique pour vendre, des produits, hein. Ce qu'on a déjà, avec certains créateurs qui le font en dehors, d'Instagram. Là, on va permettre une intégration directe dans Instagram pour, que ça soit à portée, de clic. On va avoir également, des outils qui vont permettre aux créateurs d'être payés pour promouvoir, des, produits. Donc encore une fois, il y avait ce genre de stratégie qui existait en dehors, d'Instagram. Mais ben, là, le but, c'est qu'Instagram se réapproprie ce genre de stratégie pour prendre un pourcentage dessus. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura une manière plus facile de traquer. En gros, c'est des liens d'affiliation, hein, plus facilement traquer le pourcentage de vente généré par un post promotionnel lorsque vous faites une promotion, promouvez en tout cas un produit. Donc ça, c'est assez intéressant, hein, parce que les liens d'affiliation, vous les connaissez bien avec Nowtech. On utilise pas mal Amazon avec les liens d'affiliation, mais pas que. C'est vrai que c'est une manière non douloureuse en tout cas pour la communauté de soutenir et en tout cas c'est accessible à n'importe quel portefeuille finalement puisque ça n'augmente pas le prix d'achat de soutenir les créateurs que vous appréciez en utilisant ces liens d'affiliation. Voilà. Et puis on aura ensuite, donc après les liens d'affiliation qui seront plus facilement accessibles et directement en place via Instagram, on va avoir également ce qu'on appelle des branding content marketplace qui va permettre de matcher des influenceurs avec des sponsors. Donc là, encore une fois, ça va faciliter l'accès aux créateurs. D'un côté, les sponsors pourront se tourner sur Instagram parce qu'ils savent qu'ils veulent communiquer sur Instagram et voir quels sont le pool d'influenceurs disponibles qui pourraient correspondre avec leur cible aussi. Donc à voir ce que Instagram met en place justement pour choisir les influenceurs, quelles données ils vont mettre en place sur les audiences disponibles sur ces influenceurs. Et puis après, de la même manière, pour les influenceurs, ils pourront gérer directement leur sponsorship via la plateforme Instagram. Donc là, encore une fois, la stratégie sous-jacente, c'est que Instagram va se réapproprier tout le business un petit peu marketing, promotionnel, publicitaire qui apparaît et qui se fait de manière, enfin à l'extérieur d'Instagram, va essayer de le rapatrier à l'intérieur d'Instagram pour deux choses. À la fois potentiellement se prendre un pourcentage, évidemment, sur ce genre d'opération, et à la fois pour garder captif et attirer et retenir à la fois les marques et les influenceurs sur la plateforme. Parce que tout simplement, si vous arrivez à vivre de vos créations, de votre activité en tant que créateur grâce aux outils Instagram, vous n'avez aucune raison d'aller sur notre plateforme. Voilà, donc ça va potentiellement donner une concurrence bénéfique avec les autres plateformes qui vont devoir proposer d'autres outils eux aussi pour aider les créateurs à monétiser leur contenu, quoi, potentiellement. Donc à voir. Là aussi, proposer des outils pour faciliter la monétisation aux créateurs, ça va permettre aussi un gain de temps aux créateurs de leur côté aussi. Donc il y a pas mal de choses qui se passent. Si Instagram trouve les sponsors, pas de souci pour laisser un pourcentage, même un gros. Trouver des sponsors et gérer l'opération, c'est énormément de boulot et coûte avant de rapporter. Tout à fait. La gestion des partenariats, des sponsors, etc. Est vraiment très chronophage. Et donc si on avait des outils qui permettaient de gérer ça de manière plus facile et de les trouver de manière plus facile, ça pourrait débloquer pas mal et rendre accessible aussi cette monétisation à pas mal de petits moyens créateurs aussi. Parce que il y a quand même une grosse barrière, c'est évidemment la taille et l'audience. Et en fait, c'est un peu un cercle vicieux, c'est que tant qu'on n'a pas une audience conséquente, on n'est pas intéressant pour les sponsors. Mais tant qu'on n'a pas de sponsors, on ne peut pas en vivre et donc investir également sur son activité de créateur. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué, quoi. Voilà en tout cas pour les annonces à venir, les nouveautés à venir côté créateur sur Instagram. En tout cas, chapeau, je trouve ça assez fascinant, l'évolution en tout cas d'Instagram, même si évidemment on peut regretter l'ADN un peu plus photo arty qu'Instagram avait à son tout lancement. C'est assez intéressant et redoutable comme stratégie ce qu'ils sont en train de mettre en place sur Instagram, hein. D'un point de vue produit, c'est assez intéressant à suivre, en tout cas. On continue avec les derniers petits articles de ce matin, deux petits articles. Donc là, c'était
la lumière bleue, je voulais revenir un petit peu là-dessus, c'est vraiment une brève, hein. Mais c'est vrai qu'on entend souvent parler de la lumière bleue, le grand méchant loup qui vous perturbe vos cycles de sommeil, vous empêche de vous endormir, etc. Parce que soi-disant, la lumière va, ce type de lumière excite, puisqu'elle fait référence à peut-être à la lumière du jour, etc. Et donc va perturber en tout cas votre endormissement. C'est vrai que voilà, on a eu pas mal d'études qui parlaient de ça. Et ben là, en tout cas, on a une autre étude qui en parle aussi, donc qui a été menée par la Brigham, c'est des chercheurs de la Brigham Young University et des chercheurs du Cincinnati Children's Hospital Medical Center, qui montrent justement que ces filtres, les filtres lumière bleue, parce qu'en fait ils ont testé l'impact des filtres lumière bleue que pas mal de constructeurs étaient en train de mettre en place sur les appareils, etc., pour atténuer les effets néfastes de cette fameuse lumière bleue, ont pas forcément beaucoup d'impact sur les troubles d'endormissement et du sommeil. L'étude en question a impliqué un groupe de 167 jeunes volontaires et a mis en évidence que finalement la lumière bleue émise par nos appareils ne joue pas un rôle si important dans cette perturbation des cycles du sommeil. Et pourquoi ? Tout simplement, les scientifiques suggèrent que plutôt que la lumière bleue, c'est l'engagement psychologique qui est lié justement à l'utilisation du smartphone juste avant de dormir qui joue un plus grand rôle vis-à-vis de notre sommeil. Et c'est vrai que quand on regarde son smartphone, on va être stimulé. En fait, toutes les applications sont stimulées pour vous inviter à interagir en fait avec le contenu, à rester sur le contenu pour vous encourager à faire de l'activité, etc. Et donc du coup, vous êtes sollicité, grandement sollicité à vous investir, à interagir, etc. Et donc là-dessus, évidemment, ça stimule votre cerveau et donc ça c'est pas forcément propice à une activité sereine, plus calme qu'on pourrait avoir juste avant de s'endormir. Voilà. Donc il est important de réfléchir à la part de responsabilité de cette stimulation directement liée à l'émission de lumière par rapport aux autres stimulations cognitives et psychologiques. Il y a deux facteurs très très importants et c'est pas uniquement la lumière bleue qui est fautive là dans l'histoire. Guy qui dit moi je m'endors sur mon tel donc bon ça va. Toi t'as pas de problème, très bien, très bien. Oui, Bidibule, il y a aussi un autre problème lié à la lumière bleue, c'est surtout aussi d'abîmer la rétine et de favoriser l'apparition de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ouais. Il y a ça aussi, mais pas que. On parle aussi de troubles du sommeil, d'endormissement. Et tout à fait, hypomonie, il y a des pistes sur le maintien de l'attention qui sollicite le cerveau, du coup. Et qui est du coup en complète contradiction avec le ralentissement souhaitable pour s'endormir. Tout à fait. C'est exactement ça, en tout cas, que les chercheurs essayent de mettre en lumière et de tempérer du coup l'impact, en tout cas, de la soi-disant lumière bleue sur notre endormissement. Et dernier article, assez intéressant aussi, c'est un article de theconversation.com qui a regardé un petit peu les comportements et les mécanismes d'utilisation sur des plateformes de vente aux particuliers, et notamment plus précisément, ils ont regardé des ventes entre particuliers liées aux habits comme Vinted, Vestiaire Collective et V-Dressing qui vous permettent tout simplement de vendre vos habits déjà portés, etc., pour que vous ne souhaitez plus porter, voilà, au lieu de les jeter, ou vous pouvez aussi les donner à des associations. Il y a plein d'associations qui seraient très contents de récupérer justement des vêtements en bon état, évidemment. Voilà, vous pouvez soit les donner à des associations, soit également les revendre, ce qui vous permettrait également de financer l'achat de votre garde-robe, donc tout simplement de financer un renouvellement de votre garde-robe, etc. En tout cas, voilà, TheConversation.com s'est intéressé à plus particulièrement le fonctionnement de Vinted, Vestiaire Collective et V-Dressing entre les années 2013 et 2020, et voilà, et de comment ces plateformes surveillent un peu les utilisateurs, les poussent à fournir potentiellement un travail émotionnel pour obtenir des bonnes évaluations, et finissent notamment par exclure ceux qui ne se conforment pas aux règles du jeu de ces plateformes. Donc qu'est-ce qui se passe sur ces plateformes ? Il y a plusieurs petits mécanismes en place.
Il y a notamment, ces plateformes qui poussent les utilisateurs à être le plus réactifs possible, le plus à la mode possible et les plus avertis sur les fonctionnalités présentes sur, la plateforme. Alors comment, ça se traduit, potentiellement? Bah, tout simplement, on va avoir ces plateformes qui vont indiquer l'heure de la dernière connexion, du vendeur. On a ça aussi, hein, d'ailleurs sur Facebook, vous pouvez le voir quand vous, allez sur une page, d'entreprise de commerce et qu'ils sont, que vous pouvez les contacter. Vous pouvez voir aussi à quand remonte leur dernière connexion ou en combien de temps ils répondent en moyenne. Comme ça vous donne une idée de est-ce qu'ils sont réactifs ou pas. Donc voilà, ils indiquent notamment l'heure de la dernière connexion. Ils imposent également un délai de quelques jours pour expédier les produits achetés, au-delà duquel la transaction est annulée, tout simplement parce que c'est pour vanter, parce que lorsque vous achetez un bien, lorsque vous achetez un produit, bah, vous voulez l'avoir le plus rapidement possible, parce que tant que vous l'avez pas en main, vous n'avez pas cette satisfaction, cette récompense d'avoir acheté. C'est la grande différence entre l'achat à distance et l'achat en présentiel. Vous repartez avec l'objet, la plupart du temps, à part quand c'est des meubles et qu'il y a des livraisons, etc. Mais en général, c'est quand même une grosse différence. Et donc, du coup, l'enjeu de pouvoir recevoir le plus rapidement possible le produit est très critique. On le voit d'ailleurs dans toute la stratégie d'Amazon, hein. C'est pas pour rien qu'ils ont mis en place cette livraison en 1 jour ou en 2 jours, etc. Donc on a vraiment ça. Et donc on va avoir également de nombreuses notifications pour tenir régulièrement les utilisateurs au courant de ce qui se passe sur la plateforme. Alors attendez. Je vous avais perdu. J'ai l'ordinateur qui s'est éteint. Je ne vous voyais plus. Bon, je suis revenue. J'espère que le live n'a pas été coupé. Bon, on va dire que tout va bien, que le live n'a pas été coupé. Nous aussi, vous m'aviez perdu? Oui, micro-coupure. Ok. Bon, c'est bon à savoir. Il va falloir voir comment on peut empêcher que ça se mette en veille ou ce genre de choses. Bref, je continue. Oui, il y a ces nombreuses notifications, encore une fois, pour vous tenir au courant de où en est votre achat, pour vous tenir en haleine, encore, et puis encore une fois, c'est pour vous rassurer. Il y a toujours cette angoisse de tant que vous n'avez pas le produit en main, vous êtes inquiet, et donc ça génère de la friction, de la frustration. Et tout ça sont des éléments qui vous empêchent de décrocher de la plateforme, en fait. Vous allez regarder tous les jours un petit peu ce qui se passe, où ça en est, quand est-ce que vous allez être livré, etc. Et donc vous êtes vraiment engagé dans cette plateforme. Ensuite, et puis vous avez d'autres mécanismes, hein, évidemment, avec les derniers, les derniers produits mis en ligne. Donc là, c'est être le plus à la mode possible. Donc on va avoir les mises en lumière, mises en avant des nouveautés grâce à des sections qui sont entièrement dédiées aux produits qui viennent d'être mis en vente. Elles vont vous permettre aussi de lancer des recherches automatiques et d'être alerté dès qu'il y a un produit que vous souhaitez en particulier qui est disponible et mis en vente. Voilà, et tout ça sont des éléments qui vous encouragent tout simplement à renouveler fréquemment votre garde-robe. Vous avez envie toujours du dernier truc, du produit que vous cherchiez mais que vous ne trouviez pas, etc. Ce genre de choses. Et donc voilà, vous encouragez à toujours suivre, toujours plus. Et donc l'idée c'est de rapidement mettre en vente ce qui est sur le point de ne plus être à la mode et détecter ce qui est sur le point d'être à la mode pour l'avoir avant tout le monde. Donc il y a ce genre de mécanisme qui génère beaucoup d'activités, beaucoup de transactions et beaucoup d'échanges finalement sur ces plateformes. Et puis enfin, il y a aussi l'enjeu d'être le plus averti sur ces fonctionnalités de ces plateformes-là, puisque voilà, plus vous découvrez les nouvelles fonctionnalités rapidement, plus vous pourrez gagner également du temps potentiellement sur ces transactions, être le premier à avoir ces nouveaux produits, pouvoir vendre plus rapidement, etc. Donc on a vraiment cet enjeu de rapidité qui est vraiment central sur ce type de plateforme. Alors après, l'article propose du coup des moyens de
mitiger un petit peu cet effet-là. Je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il propose. C'est pour ça que je voulais vous en parler un petit peu ce matin. Il propose notamment d'afficher le temps cumulé passé sur ces plateformes numériques, hein, qui permettrait du coup aux utilisateurs de réaliser qu'ils sont connectés en permanence. Donc c'est un peu dans la même veine de ces rapports de transparence qu'on a sur Instagram. Aussi, vous pouvez voir un petit peu le temps consommé. Il me semble que vous l'avez maintenant sur Instagram. Écoutez, je vais vérifier en direct. Vous pouvez voir un petit peu que je consulte souvent cette information. Votre activité peut-être. Là, voilà. Dans votre activité, quand vous allez sur votre page profil, vous pouvez accéder à votre activité et après vous avez temps d'utilisation. Et vous avez moyenne quotidienne, tant de minutes par jour, etc. Mais honnêtement, vous avez ce genre d'informations accessible et ça donne, voilà, ça fait passer la plateforme pour attention, vous fassiez attention à votre activité, mais en fait dans la pratique vous y allez jamais. Donc voilà, je pense que c'est pas hyper utile. Vous avez aussi ce genre de rapport qui est disponible directement dans Apple, vous avez ce genre d'analyse aussi. Vous avez aussi une proposition qui est assez intéressante, c'est supprimer les occasions ratées. Donc ça, c'est intéressant et je suis assez d'accord avec eux parce que les occasions ratées, ça vous fait culpabiliser sur le fait que vous avez raté une occasion que vous souhaitiez, qui vous intéressait. Et donc là, ça vous fait culpabiliser, ça vous dit finalement, j'aurais dû être plus sur la plateforme, j'aurais dû rester. Et donc du coup, ça reste sur un sentiment négatif, ça vous met en avant une frustration que vous avez. Et ça, je trouve ça particulièrement malsain comme mécanisme. Donc ça, je suis assez d'accord pour le coup avec cette proposition. Ils disent aussi faire figurer sur le compte utilisateur l'ensemble des dépenses cumulées qui contrebalancerait du coup l'impression de gagner beaucoup d'argent grâce à ces ventes. Ça, je suis assez d'accord aussi pour voir en gros, parce que voilà, comme je vous le disais, il y a pas mal de personnes qui utilisent du coup ces plateformes pour se faire un portefeuille disponible pour acheter en fait de la garde-robe. Et donc ça serait intéressant de voir combien a été gagné versus combien a été dépensé et finalement ce qui reste à la fin, quoi, la balance. Donc ça sera assez intéressant aussi. Donc finalement sur 3 de leurs propositions, je pense qu'il y en a 2 vraiment qui peuvent avoir un impact assez intéressant et qui sont positives de mettre en place, quoi. Qui vont avoir un impact réel. Donc à voir, je pense que c'est intéressant d'avoir ce genre d'études et comment on peut réfléchir sur... Évidemment, il faut avoir des mécanismes qui permettent un usage facile de ces plateformes et des ventes efficaces et de permettre une transparence de où est mon colis, etc. Mais comment aussi on définit la limite avec les comportements négatifs, néfastes pour les utilisateurs. Et comment on trouve des moyens d'empêcher ça ou de contrebalancer ça. Et ça, c'est assez intéressant aussi de réfléchir, en tout cas, à ces enjeux. En tout cas, d'un terme produit, c'est vraiment très, très intéressant. Voilà, en tout cas, pour Vinted. Est-ce que vous utilisez dans la chatroom voilà, une de ces plateformes? Donc, pas les autres, hein, mais écoutez, on va faire un petit sondage peut-être. Et puis après, je passerai... Je sais pas si on va avoir le temps, Marc. Bon, voilà, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous utilisez Vinted, V-Dressing ou c'était quoi l'autre Vestiaire collective. Voilà, c'est les 3 qu'ils mentionnent. Vinted, Vestiaire collective, V-Dressing. Moi, j'en utilise aucun. Mais voilà. Le mécanisme est déjà omniprésent depuis longtemps via de nombreux réseaux et applications. Oui, Polychrome, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le remettre en jeu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais se questionner sur quelle est la bonne manière de le faire et est-ce qu'on ne peut pas faire évoluer les usages, justement. Ah, Vinted une fois. Ouais, Vinted. Ouh, il y a pas mal de personnes qui utilisent Vinted, là. Hein. C'est un peu en vogue, là. Hein. Vinted, c'est vraiment bien. Vinted aussi. Aucun. Non. Oui, j'ai déjà raté une vente sur Vinted. Ah, la frustration. Absolument pas, et les pubs Vinted me saoulent tellement, d'accord. Non, mais je devrais tenter Vinted. Tout le monde parle de Vinted en ce moment. C'est la plateforme pour les ventes de fringues, ouais. Vinted, très intuitif, d'accord. J'utilise Vinted, mais ça n'existe que depuis quelques semaines en Italie, donc pas beaucoup de monde dessus. Ah, intéressant. Merci, VFR Jeffs, pour l'info.
Déjà, j'achète mes vêtements que tous les 3-4 ans et pour mes t-shirts Star Trek que quand je vais à une convention en Allemagne. Oui, bah c'est sûr. Après, on n'a pas tous les mêmes habitudes, ouais. La seule frustration est le sold out d'un concert ou d'un événement sportif. Pour les vêtements, j'achète que dans les magasins. Oui, je suis d'accord. Je suis comme toi, Bidibule. Moi, je suis à fond sur les. J'avais oublié tellement ça fait longtemps que j'ai pas acheté de places de concert. Mais oui, alors moi, c'est à fond là. Pour les places de concert ou les shows, etc., j'ai des applications qui me permettent d'envoyer des notifications quand j'ai un artiste que j'aime qui passe à proximité. Tout à fait. Vinted, vraiment bien. Ouais, en grande majorité, Vinted. Hein. Il y a quelques semaines, j'ai fait du vide et tout vendu rapidement sur Vinted. D'accord, bah dis donc. Je revends mes coques d'iPhone sur Vinted. Ah ouais? Je croyais que c'était que sur les fringues Vinted. Comme quoi? J'utilise Vinted pour vendre des chaussures, d'accord. Pas que des fringues, c'est très intéressant pour les jeux vidéo et consoles également. Ah, ok. Shimaera Live, ok. Merci beaucoup. Vinted habille, enfin, ouais, ça j'en ai entendu parler, ouais, Wolfenstein, ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Quand je veux un style de vêtement, je cherche directement sur Vinted, je trouve forcément l'article vers 5 euros. Vinted, c'est bien, mais comme c'est comme le Bon Coin, il y a quelques arnaques, il faut faire très attention. Dernier concert, novembre 2020. Novembre 2020? Ah, 2019. Je sais là, comment t'as fait, Bidibule? On était confinés en novembre 2020. Là, t'as vu la pointe de jalousie, là. Il y a eu des éclairs dans mes yeux, direct. Non, ouais, novembre 2019, ça me semble plus logique. Bah, moi, mon dernier concert, c'était en mars 2020, juste avant le confinement. J'ai eu du nez, hein. Mais ouais, mince. Bref, bon, ouais, en tout cas, grande majorité Vinted, impressionnant. Merci à tous, en tout cas. Bon, c'est la fin des articles tech, mais avant de passer à la tartine, on va quand même parler de nos sponsors ce matin. Donc, on a 2 sponsors ce matin, vous les avez vus là durant l'émission. C'est évidemment Pritel que vous connaissez, on en a déjà parlé, puis Jérôme vous en a parlé hier. Et puis, on a également ExpressVPN. Alors, aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'ExpressVPN un petit peu plus en détail. Alors, qu'est-ce que c'est? Un VPN, donc c'est ce qui vous permet tout simplement de camoufler votre navigation sur Internet, c'est-à-dire que on va pas pouvoir tracer vers votre adresse IP et savoir dans quel pays vous êtes et votre localisation de manière précise, parce que vous allez pouvoir tout simplement camoufler votre IP par une autre, qui va du coup passer par un autre pays de votre choix. Par exemple, sur ExpressVPN, vous avez jusqu'à 160 localisations de serveurs dans le monde, donc vous pouvez facilement choisir par où ou dans quel pays vous souhaitez passer pour avoir une IP camouflée. Donc ça, c'est assez pratique, surtout quand vous avez des services aussi qui limitent à des IP en suivant de la géolocalisation. De la même manière, ça permet aussi de camoufler votre identité, puisque pour éviter d'avoir votre navigation qui est traquée, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire en spécificité en plus pour ExpressVPN? Ce qui est intéressant pour un VPN, comme je vous le disais, c'est pour notamment pas qu'on puisse vous suivre et suivre votre navigation, etc. Donc du coup, la vie privée est assez importante, enfin même très importante. Et donc là, l'intérêt avec ExpressVPN, justement, c'est qu'ils prennent très très au sérieux et n'enregistrent pas, par exemple, en ce qui concerne votre vie privée, l'adresse IP, l'historique de navigation, les destinations du trafic ou les métadonnées, ni les requêtes DNS. Donc il n'y a rien de tout ça qui est enregistré. Vous avez même une page dédiée à leur engagement que vous pouvez consulter en détail si vous souhaitez en savoir plus. C'est toujours assez intéressant de voir les différences entre les VPN et les engagements qui prennent sur ce sujet. Et puis également, ils utilisent la technologie Trusted Server qui garantit qu'aucune donnée n'est jamais écrite sur un disque dur. Donc ça aussi, encore une fois, comme engagement, c'est hyper intéressant puisqu'à aucun moment donné, on pourra leur demander de récupérer des informations sur vous, sur leurs utilisateurs en tout cas.
Voilà. Donc là aussi, chose intéressante, c'est que ça fonctionne sur tous les appareils, Windows, Mac, iOS, Android, etc. Mais également Linux, les routeurs, les consoles de jeux, les smart TV. Donc vous pouvez vraiment protéger et masquer votre navigation partout, sur tous vos appareils. Donc c'est assez exhaustif. Hein. Donc ça, c'est au moins, il n'y a pas de trou dans la raquette si vous souhaitez pouvoir bénéficier d'un VPN. Et voilà, et donc grâce au lien d'affiliation du coup de Naotech, vous pouvez bénéficier de 3 mois gratuits quoi. 3 mois d'abonnement gratuit du coup avec ExpressVPN. Donc si vous n'êtes pas satisfait finalement, vous pourrez arrêter au bout de 3 mois sans avoir déboursé quoi que ce soit. Donc vous avez le temps en 3 mois de vous faire votre propre idée en tout cas. Voilà pour ExpressVPN. Un grand merci à nos 2 sponsors, ExpressVPN et Pritel. Je vous propose d'enchaîner avec la tartine. Et donc la tartine ce matin, comme je vous le disais lors du sommaire, on va parler de Shadow and Bone, la nouvelle série Netflix qui est disponible depuis vendredi dernier, donc tout récemment, qui compte combien d'épisodes ? Vous voyez, j'ai bien fait mes... 8 épisodes, donc voilà, c'est rapide, 8 épisodes, une saison, disponible du coup depuis le 23 avril dernier. Voilà, donc Shadow and Bone, ce qu'il faut savoir, c'est c'est une série fantastique qui est adaptée d'abord de bouquins, d'une trilogie qui s'appelle la trilogie... Grisha et la duologie également Six of Crows. Toutes deux qui ont été écrites par Leigh Bardugo, qui est disponible d'ailleurs en français et en anglais, hein, pour ceux qui souhaitent lire en différentes langues. Et donc la trilogie et la duologie, donc les deux comptent les histoires normalement séparées de différents personnages, de différents groupes de personnages entre la trilogie et la duologie. Et la série, en fait, va fusionner ces personnages dans une même histoire, dans une même temporalité. Ça va donner du coup un effet plutôt choral à l'histoire fantastique. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc du coup, moi, pour vous donner une idée, justement, j'avais anticipé la sortie de la série. J'ai lu, en fait, la trilogie entièrement. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait également la duologie où il mentionnait la série Netflix. Et je suis là, mais je comprends pas, je croyais que c'était sur la trilogie. Maintenant, il me dit que c'est sur la duologie. Mais du coup, ça se passe pas à la même époque. Du coup, je comprends pas pourquoi il faudrait que je lise, etc. Donc du coup, j'ai lu aussi du coup la duologie. Je n'ai pas complètement terminé, je suis au dernier livre là de la duologie, mais c'est vraiment pas les mêmes personnages. Même si on mentionne les personnages des uns et des autres on mentionne les personnages de la trilogie dans la duologie, ça se déroule pas au même moment et normalement au niveau des romans ils n'interagissent pas ensemble. Mais du coup ils ont fait un choix différent au niveau de la série, puisqu'ils vont mêler les deux groupes de personnages. Alors le synopsis, c'est quoi ? Le royaume de Ravka est maudit depuis des millénaires, donc vous êtes dans un royaume imaginaire qui s'appelle Ravka, et notamment il y a un royaume, le royaume Ravka est divisé en deux, par une espèce de brouillard surnaturel et maléfique qui est noir, et qu'on appelle The Fold. Je sais pas comment on l'appelle en français. Je suis désolée, j'ai lu les livres en anglais, donc je vais avoir du mal à trouver les termes en français. Mais du coup, on a cette espèce de brouillard géant qui s'étend sur des kilomètres et qui monte tout en haut dans le ciel, qui est noir, qui du coup a des êtres maléfiques. Je sais plus parler ce matin, c'est une horreur. Donc il y a des êtres étranges et méchants à l'intérieur de ce fold qui va attaquer toute personne qui pénètre du coup dans le fold. Voilà, on me confirme que c'est bien le nom, le fold. Et du coup le problème c'est que ce brouillard va diviser en deux un royaume et qui fait que
une partie du royaume va être coupée de l'approvisionnement stratégique de l'autre partie du royaume. Ils vont pas avoir accès notamment à l'océan, etc., enfin à la mer, et donc du coup ça va les couper et les priver de ressources, et donc ça va mettre en danger et affaiblir le royaume en tant que tel, qui va être du coup en compétition avec les Fjerdan au nord et les Shu qui sont au sud. Un conseil, si vous lancez dans la série, prenez une carte avec vous pour situer un petit peu les différents peuples et les différentes zones. C'est pas très complexe, c'est beaucoup moins grand et riche que Game of Thrones en termes d'univers, de royaume et d'intrigues politiques, mais il y a quand même pas mal de situations géographiques pour comprendre qui se situe où et pourquoi il y a des enjeux politiques et géopolitiques qui se mettent en place. Donc qui est largement lié justement à la disposition géographique, c'est pour ça qu'on dit géopolitique, à la disposition géographique des différents éléments, des différentes villes et où se trouvent les différents personnages aussi dans l'histoire. C'est comme je vous le disais, on est vraiment sur plutôt un format choral, c'est-à-dire qu'au début de l'histoire, vous allez avoir des personnages qui n'ont apparemment aucun lien entre eux. Et vous allez suivre du coup des histoires en parallèle et à un moment donné peut-être qu'ils vont se croiser, mais c'est pas forcément évident. Donc c'est intéressant de savoir où se situe quoi. Donc voilà, donc vous avez ce royaume divisé en deux par ce fameux brouillard maléfique. Vous avez donc aussi des humains, des personnes qui vont avoir des pouvoirs. On les appelle les Grishas. Alors il y a différents types de pouvoirs avec différents types de Grishas. Il y en a qui vont pouvoir manipuler l'air, l'eau, le feu. Il y en a qui vont pouvoir manipuler les métaux, etc. Il y en a qui vont pouvoir manipuler la composition biologique ou même les émotions ou les capacités cognitives, etc. Voilà, donc il y a différents types de Grishas, ces personnes avec des pouvoirs, et ce qui va se passer plus précisément, vous, dans la série et dans les livres, vous allez suivre le destin de deux amis qui ont grandi ensemble, puisqu'ils sont orphelins et ils ont grandi dans le même orphelinat. Donc vous allez suivre Alina Starkov et Mal... comment il s'appelle ? Mal Oretsev. Malienne et Mal de son petit surnom Oretsev, donc les deux orphelins, et qui se sont engagés dans la première armée, ce qu'on appelle la première armée de ce royaume-là, pour tout simplement avoir un revenu et vivre leur vie. Donc elle est cartographe, Alina est cartographe, et Mal est donc un tracker et un soldat de la première armée. Alors pourquoi je dis première armée ? Parce qu'en fait, dans le royaume de Ravka, il y a une première armée de personnes sans pouvoir et il y a une seconde armée de personnes avec des pouvoirs, donc les fameux Grishas. Donc il y a ces deux armées qui travaillent ensemble avec certaines frictions. On va le voir rapidement dans la série. Il y a évidemment des frictions entre la première et seconde armée, entre les personnes qui n'ont pas de pouvoir et les personnes qui ont des pouvoirs et qui vont... il va y avoir des jeux là-dessus d'envie, de jalousie, de pouvoir, etc. qui vont se mettre en place. Donc on va suivre ces deux orphelins, on les suit du coup à la frontière, ils arrivent à la frontière du Fold, et l'enjeu c'est de pouvoir ravitailler, de traverser le Fold pour pouvoir ravitailler le royaume. Et donc il y a, dès le premier épisode en fait, on est sur du coup cet enjeu de traverser le Fold, et un événement qui va se passer lors de la traversée, c'est que ils vont se faire attaquer par ces fameux monstres dans le Fold, et le problème c'est qu'il n'y a pas moyen de se protéger à part en envoyant du feu ou en tirant, mais bon c'est pas super efficace. Et donc ce qui se passe c'est que à un moment donné Mal va se faire attaquer par un monstre et Alina va essayer de le protéger et va de manière inconsciente déclencher un pouvoir qu'elle ne connaissait pas et qui va déclencher une aura de lumière qui va protéger et pulvériser les monstres qui étaient en train d'attaquer du coup le convoi. Donc ça c'est assez intéressant parce que du coup on a vraiment l'élément opposé à l'ombre, c'est évidemment la lumière qui était donc une légende dans ce monde de Ravka, où en tout cas les Grishas de lumière n'existaient pas, n'étaient qu'une légende, et a priori serait le seul pouvoir qui aurait le potentiel d'anéantir le Fold. Donc ce fameux brouillard, le Fold, qui aurait été à l'origine créé justement par un Grisha de l'ombre, qui a le pouvoir de générer des ombres, justement. Donc là, on aurait le pouvoir inverse, et donc, du coup, tous les regards se tournent vers Alina, puisqu'elle devient un enjeu politique
colossale, puisqu'elle aurait le pouvoir de renverser l'équilibre géopolitique actuel de ce monde qui est brisé par le Fold. Et donc certains pays vont vouloir du coup la tuer, d'autres vont vouloir la protéger. Bref, elle va devenir un enjeu assez important dans la série. Donc voilà, ça en tout cas, je vous ai pas vraiment, il y en a qui me disent pas de spoil. Tout ça se passe dans les premières minutes du premier épisode. Hein. Je vais pas en dire plus, mais tout ça se passe dans les premières minutes du premier épisode, donc je pense que c'est un spoil nécessaire pour vous raconter un petit peu voilà l'enjeu de la série. C'est vraiment l'introduction de la série. Je rassure, pour avoir lu tous les livres, vous n'en avez vu que le premier bout, voilà, l'aperçu de l'iceberg durant toute la première saison. Hein, parce qu'après, je vous dis, le plus intéressant se passera dans les saisons suivantes, s'il y a, évidemment. Donc voilà, donc là en gros c'est le pitch. Donc vous suivez en effet l'histoire de ces deux orphelins, des humains, des royaumes, etc. et des autres Grisha auxquels Alina va du coup être confrontée maintenant qu'elle est déclarée Grisha. Vous allez suivre en parallèle les aventures de d'autres personnages qui sont pas géographiquement situés au même endroit. Ils sont dans une autre série, dans une autre ville commerçante. Vous allez suivre notamment Kaz, Jesper et Inej. Voilà. Donc c'est un peu des bandits qui ont certaines contraintes, qui sont liées par des contrats, qui vont essayer de se débrouiller dans le monde. Et donc eux n'ont a priori pas de pouvoir. En tout cas, quand on les rencontre dans la série, ils n'ont pas de pouvoir, donc ils sont comme vous et moi, mais sauf qu'ils vivent avec de la débrouille. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Et puis vous allez suivre aussi deux autres personnages. Comme je vous dis, il y a pas mal de personnages dans cette série. Vous allez suivre deux autres personnages qui sont eux aussi dans un autre emplacement dans ce monde. Qui est justement une Grisha qui va se faire capturer et qui s'appelle... je vais vous retrouver le nom. Nadia, je crois. Oui, c'est ça, c'est Nadia. J'ai un doute. J'ai un gros doute. Nina. J'y étais presque. Voilà, on suit Nina qui se fait capturer, puisque voilà, certains vont... je vous avais dit, il y avait des enjeux, certains étaient pour les Grisha, certains sont pas pour les Grisha, etc. Il y a des jalousies entre les humains qui ont des pouvoirs et d'autres qui n'ont pas de pouvoir, donc il y a des dynamiques qui se mettent en place, et donc Nina va se faire capturer, et donc on va suivre les aventures de Nina et de Mathias Elvar, Mathias qui donc fait partie de ce peuple des Fjerdan qui, eux, capturent et essayent de juger les Grisha. Voilà. Là, ça spoil parce que ce n'est pas dans l'épisode 1. Ah, écoutez, je vous parle juste des personnages principaux que vous allez suivre dans la série. Ne me faites pas un procès de spoil, là. Je sais pas si c'est pareil dans le livre, mais Kaz est le personnage le plus intriguant dans la série, je trouve. C'est intéressant si on commence à parler des personnages. Alors voilà, en tout cas, le pitch, c'est là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que la trilogie, normalement, se concentre sur l'histoire des deux orphelins et que les autres personnages que je vous ai mentionnés, Kaz, Jesper, Inej, Mathias... et Nina sont dans la duologie que moi je suis en train de lire. Donc voilà un peu ce qui se passe. Et en fait, ce qui est intéressant, donc il y a un acteur connu qui est Ben Barnes qui va faire un personnage très très fort dont je vous ai pas parlé encore, mais qui va faire un personnage très important dans la série. Les autres acteurs ne sont pas connus. Tous ne sont pas super bons acteurs, mais en général, il y a quand même des très bons acteurs. Moi, j'ai beaucoup apprécié, par exemple, l'acteur de Kaz. Même, je pense qu'ils vont gagner un petit peu en subtilité avec leur personnage, mais je le trouve pas mal. En tout cas, en termes de physique, je trouve qu'il correspond bien à l'image que moi j'avais de Kaz, de personnage très intrigant. C'est ce que vous me disiez dans la chatroom, c'est le personnage le plus intrigant, et c'est assez fidèle finalement à l'histoire qui se déroule dans ce monde de Ravka. C'est assez fidèle, c'est le personnage le plus ambigu, le plus intrigant. On a très peu d'informations sur son histoire à lui.
Donc ça, c'est assez intéressant. On va avoir c'est un univers qui mêle pas mal de choses. On va avoir à la fois des enjeux politiques, on va avoir à la fois des enjeux de pouvoir, de magie, de maîtrise notamment de pouvoir, puisque Alina, comme je vous disais, elle vient de découvrir son pouvoir, ne comprend pas comment ça fonctionne, ne comprend pas pourquoi elle ne l'a pas découvert avant, etc. Donc il y a pas mal de choses là-dessus. Il y a un peu un aspect peut-être Harry Potter sur l'apprentissage, l'école qui va former avec les pouvoirs, etc. Donc il y a un peu cet aspect-là. Et il y a l'aspect un peu romance, puisque il y a pas mal de personnages qui vont avoir des intrigues aussi amoureuses. Il va y avoir des amours contrariés, il va y avoir des trios amoureux, etc. Il y en a un peu trop à mon goût. J'ai trouvé que c'est... En fait, je pense que le problème, c'est pas qu'il y en ait trop, parce qu'il y a énormément de personnages, c'est qu'en fait, ils arrivent beaucoup trop vite, et je pense qu'on n'avait pas forcément besoin de dévoiler autant d'intrigues amoureuses dès la première saison, d'une part, et surtout, en fait, ça arrive trop vite pour certaines, et du coup, ça n'est pas crédible. Donc voilà, je pense que un problème avec cette série, c'est qu'ils ont essayé de tout faire trop et trop vite. Donc comme je vous disais, ils ont mêlé les personnages de deux sagas, même si ça se déroule dans le même univers, ils les ont mêlés ensemble, ce qui est un peu étrange parce qu'en fait, on les sent assez déconnectés et finalement les interactions quand il y a restent assez anecdotiques et finalement si ils ne s'étaient pas connus, on aurait pu les suivre de manière indépendante, donc relativement indépendante. Je vais modérer. Donc voilà, pour moi c'est pas très très clair. Il y a même un groupe de personnages où voilà, on esquisse une connexion peut-être à la toute fin de la série, mais bon, on se demande s'il y avait un grand intérêt en fait à le faire à ce moment-là. Bref, moi, en tout cas personnellement, et je pense que je suis un peu biaisée parce que j'ai lu les livres, j'ai trouvé que c'était assez maladroit la connexion entre les différents groupes de personnages des différents livres. Voilà. Surtout qu'il y a des personnages qui sont beaucoup plus travaillés, beaucoup plus riches, beaucoup plus profonds, avec des backstories très très intéressantes, qui est le groupe de personnages de la duologie, qui sont généralement les personnages préférés d'ailleurs de l'univers Grisha, hein, et je pense que c'est pas pour rien pourquoi ils les ont ramenés dans la première histoire, c'est que c'était vraiment, moi j'avais lu des critiques des livres, c'est les personnages qui sont préférés de tous les fans des livres, et c'est vrai que les deux orphelins, en tout cas, sont des personnages assez classiques, même s'ils sont quand même peut-être un peu attachants, hein, mais ils sont assez classiques, un peu vus, moins riches, moins ambigus, un peu moins peut-être d'enjeux, on va un peu moins loin sur leur backstory, etc., même si on y va un petit peu, et du coup, ouais, ils n'ont pas quand même la même profondeur, et donc je pense qu'ils avaient peut-être un peu peur d'avoir une série qui tourne uniquement sur cette première histoire de trilogie, et donc c'est pour ça qu'ils ont peut-être essayé de ramener ces personnages. Il y a aussi l'aspect qu'ils ont peut-être voulu jouer un peu l'enjeu Game of Thrones, de mettre en place plein de personnages pour donner une impression de richesse. C'est vrai que ça donne une impression de richesse, mais en fait finalement le monde n'est pas si complexe que ça, puisqu'il y a trois peuples, hein, quatre univers. Il y a Ravkan, il y a les Fierdan, et il y a les Shu, et il y a Noviziam de l'autre côté. Bon, voilà, ça en fait 4, 3, bon, c'est pas énorme, mais bon, ils ont voulu peut-être donner cette impression de richesse du monde. Moi, j'avoue, voilà, je le trouve moins riche que Game of Thrones, ça m'a pas choqué dans les livres, et j'ai trouvé ça intéressant, quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le principe des pouvoirs est assez intéressant. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que le fait qu'ils aient mêlé tous les personnages principaux de ces deux sagas fait qu'on a beaucoup moins de temps accordé déjà à ce groupe-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur eux, mais du coup on n'en a absolument pas sur les autres personnages secondaires. C'est-à-dire que dans la trilogie, il y a des personnages secondaires autour des 2, 3, 4 personnages principaux qui sont intéressants, qui ont de la valeur.
Sauf qu'en fait, on les fouille pas du tout. Par exemple, j'ai vu pas mal de questions sur le personnage de Genya. Alors, j'ai entendu Genya dans la série. Moi, dans ma tête, je prononçais son prénom Genya, Genya Safin, qui est une Grisha, qui a un personnage particulièrement intéressant dans la série, dans les livres, en tout cas. Mais là, en fait, qui est assez inintéressante en fait dans la série et donc on comprend pas trop son positionnement. Pareil quand je vous parlais de l'aspect école de sorcier, école où à apprendre un petit peu à gérer ses pouvoirs, en fait les autres élèves on les connaît très très peu. Du coup, quand il y a des enjeux et des attaques, etc., il y a peu d'émotions, peu d'empathie qui rentrent en jeu. Donc c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait on aborde un peu tout superficiellement. Pour moi, cette première saison, elle a fait un peu l'effet d'un premier épisode de série. C'est-à-dire, ça aborde un peu tout, ça met en place un univers, mais ça rentre pas vraiment en profondeur sur rien. Et du coup, je trouve ça un petit peu difficile parce que ça crée pas forcément un fort attachement au personnage. Ça essaye surtout de montrer un peu la potentielle richesse et le potentiel de la série et de l'univers. Pourquoi pas ? Mais je sais pas si ça va suffire. En tout cas, moi, ça m'a pas convaincu au niveau série. Jérôme, lui, avait l'air plutôt convaincu, par exemple. Il a bien aimé l'univers, même s'il y a des facilités sur les jeux, les intrigues amoureuses, des rebondissements, etc. Bon, voilà. Autre point peut-être qu'on peut aborder, c'est la qualité de la production. Alors, clairement, le premier... Ouais, j'ai vu l'heure, Samuel, merci. Le premier épisode, clairement, ils ont un peu mis le paquet sur les décors, sur les vêtements, etc. Enfin, on sent quand même qu'au niveau des plans, etc., ils essayent de mettre un peu les enjeux en place, l'univers, c'est assez impressionnant. Il y a des choses assez maladroites, notamment, moi, le traitement visuel des pouvoirs, notamment du pouvoir de l'héroïne Alina, j'ai trouvé ridicule. On aurait dit un calque... Photoshop animé ou un calque After Effects calqué sur sa tête. Enfin, ça m'a fait l'effet... ça m'a sorti de la série. En fait, ça m'a vraiment sorti de la série. Ouais, on a tout vu. On a binge-watché en 2 jours la série, donc on a tout vu. Et donc voilà. Donc au niveau des effets spéciaux, moi je suis assez déçue. Je trouve ça très très maladroit. J'aurais préféré qu'ils mettent moins d'effets spéciaux, qui nous montrent moins de choses, mais qui nous peut-être suggèrent plus. Pour être un peu plus discret et mieux dispatcher leur budget, parce que vraiment ça m'a un peu sorti de la série, c'était un peu ridicule, mais bon, après il y a quand même de l'investissement fait dans les décors, les bâtiments sont très très beaux, les vêtements sont très chouettes, et en fait la production met bien en valeur aussi l'univers slave de la série, puisque la série se positionne un peu... On avait parlé déjà de cet aspect-là dans The Witcher, où c'était vraiment très inspiré, univers un peu polonais. D'ailleurs, ça a été créé d'ailleurs par un Polonais, mais cet univers un peu slave, là on a vraiment cet aspect-là aussi, qui est une volonté de l'auteur d'origine, Leif Bardugo, qui avait positionné son univers inspiré par la Russie. Voilà, d'ailleurs, la série a été tournée à Budapest, d'ailleurs, pour information. Alors, c'est pas en Russie, mais bon, c'est quand même dans un pays plutôt à tendance slave ou influence slave. Et donc, du coup, elle avait délibérément choisi d'avoir des influences russes. Ça va jusqu'au nom, au nom des villes, des éléments, des surnoms des peuples. On a des surnoms pour les humains qui n'ont pas de pouvoir, par exemple, etc. Et donc, ça va un peu filtrer un peu partout. Et ça, moi, j'avoue que j'apprécie. J'ai toujours un peu cette fascination pour le monde russe, etc. Et ça, je trouve que, voilà, ça donne un aspect étrange pour nous, occidentaux, européens, etc. Ça donne cet aspect un peu exotique, un peu mystérieux. Et une pointe vraiment particulière sur cette culture-là que j'apprécie assez. Voilà, donc ça transparaît plutôt bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Est-ce que j'ai tout abordé ? Voilà, donc ce qui marche bien plutôt avec la série, c'est que ça vous tient en haleine, c'est-à-dire qu'après chaque épisode, vous avez envie de voir la suite, d'où le fait qu'on ait binge-watché en 2 jours. mais après, moi, j'ai pas été super convaincue par sa première saison. Je verrai la seconde, clairement. Donc c'est un peu hypocrite quand je vous dis que j'ai pas été super convaincue, mais pour l'instant, pour moi, c'est pas une grande série.
On va voir s'il y a suffisamment de succès avec la première saison pour qu'ils fassent un peu plus attention au développement de l'histoire et surtout des personnages, etc. À voir. Je suis un petit peu inquiète par le fait qu'il y a 36 000 personnages à traiter. Peut-être qu'il serait valu d'avoir une série sur 24 épisodes pour avoir le temps de creuser chacun des personnages et d'attirer, de créer de l'empathie un petit peu avec eux. À voir. Ou de donner le temps de creuser certaines relations. Moi, ce qui m'a un petit peu embêtée, c'est les sauts temporels dans la série, et notamment, du jour au lendemain, il y a 2 personnages qui tombent amoureux. C'est là, mais what? L'épisode d'avant, ils étaient en train de se détester. L'épisode d'après, ils tombent amoureux. Ça se passe en un claquement de doigts. Alors qu'en fait, il y a quand même une progression temporelle qui se passe. Pareil, il y a une romance où on dirait qu'on oublie son amour du jour au lendemain, alors qu'en fait, il se passe plusieurs mois dans le déroulé. Et là, ça se passe en quelques jours. Donc on a beaucoup de mal à avoir de la crédibilité du coup dans l'évolution des personnages et de leurs sentiments, puisqu'en fait on a l'impression que ça se passe en 2 jours, la chose. Donc ça, c'est vraiment un petit peu un problème. J'espère qu'ils vont mieux gérer la gestion du temps et la gestion temporelle pour donner l'impression que les personnages sont plus crédibles quand même, quoi. IMAX me dit « Je suis plutôt de ton avis, pas convaincu. Effectivement, ça passe trop vite et il y a trop de magie pour moi. » Trop de magie, ouais, je suis pas sûre qu'il y en ait tant que ça à l'avenir. Là, je pense qu'il y avait pas mal de mise en place, avec notamment Alina qui découvre son pouvoir. Je suis pas sûre qu'il y en ait autant que ça. Moi, ça m'a pas choqué en tout cas. Quand j'ai lu les livres, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait trop de magie. Parce que les livres s'intéressent pas mal quand même aux personnages, à leurs relations et à l'univers géopolitique que moi j'apprécie beaucoup, justement. J'ai trouvé que ça rendait très compliqué à suivre qui est quoi. Oui, j'ai vu pas mal ce retour, la crème de la flemme, et je suis d'accord avec toi. Hein. J'ai vu que Jérôme galérait pas mal, et moi je pense que si j'avais pas lu les livres, j'aurais été un petit peu perdue aussi. Ce qui aide pas mal, c'est d'avoir la carte. Encore une fois, d'avoir la carte. Et après, en fait, au final, je pense qu'ils prennent ce parti pris de si vous comprenez pas tout au début, ça va se mettre en place au fur et à mesure de la série. Et on le voit d'ailleurs avec les derniers épisodes où il y a un peu des connexions entre les différents personnages qui se mettent en place et donc qui vous donnent un petit peu un avant-goût de la saison 2. En gros, de qu'est-ce qui pourrait se passer potentiellement en saison 2. La première saison représente quel pourcentage des livres, histoire d'évaluer le nombre de saisons potentiellement nécessaires pour boucler l'histoire? Alors ça, c'est très très simple, Hibou. Ça représente le premier livre de la première trilogie. Tout simplement. Ça se finit au même endroit. Et je pense que ça aurait été gérable s'il n'y avait pas eu l'autre groupe de personnages. Parce qu'en fait, on passe pas mal de temps à parler des autres personnages, ce qui est normal, hein. Voilà, ils sont hyper intéressants. Mais du coup, en 8 épisodes, c'est un peu compliqué. Je pense que la découpe est maligne, puisqu'en termes de scénario, ça se tient très très bien, de se couper à ce moment-là de l'histoire. Mais je pense que 8 épisodes, c'est trop peu, ou il y a trop de personnages, et du coup, ça n'a pas permis de creuser en profondeur. De plus, ils ont modifié certains aspects de l'histoire qui font que ça fait un peu un pétard mouillé en termes de pression qui monte. Notamment le dernier épisode, ce qui est normalement il y a un grand événement qui se passe dans le dernier épisode, et en fait j'étais là mais l'enjeu, le traumatisme, etc. il y est pas en fait. Il y a peu de finalement, les personnages principaux ne passent pas par des traumatismes très très importants, et c'est du coup difficile de rentrer en empathie en fait, et de voir mûrir leur relation, vu qu'il n'y a pas de traumatisme ou d'événement majeur qui se passe. Alors que normalement, il est censé se passer quelque chose, quoi. Donc j'avoue que les 2 derniers épisodes, je crois que c'est les 2 derniers épisodes, j'étais assez déçue, ou je crois que c'est le dernier, je sais plus, assez déçue finalement, parce qu'il y a beaucoup moins d'enjeux que ce qu'il y a dans les livres. Et du coup, je me dis, mince, s'ils atténuent les enjeux et les relations entre les personnages, finalement, on va avoir du mal, encore une fois, à s'intéresser et à être pris par les caractères, quoi. Par les relations. Mais n'importe quoi, j'ai tout compris. Il y a 2 copains avec une tension sexuelle et un mur noir et d'autres trucs. Jérôme et le résumé de Shadow and Bone.
Marion, quand elle commence à parler de série, elle ne s'arrête plus. Bah oui, je trouve ça intéressant. Putain, il est 9h38, faut que j'arrête là. Il y a un dragon, sinon je comprends rien. Pour l'instant, il n'y a pas de dragon. Pour l'instant, il n'y a pas de dragon. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien de volant, mais il n'y a pas de dragon. Voilà, les livres sont plus détaillés. Oui, comme à chaque fois, la crème de la flemme. C'est pareil avec Harry Potter. Les livres sont 10 fois plus détaillés. Voilà, on en a parlé entre le traitement de Dobby dans les livres et le traitement de Dobby dans les films. Ça n'a rien à voir. Et donc, du coup, est-ce que je peux spoiler Harry Potter? Ce qui arrive à Dobby, on s'en fout dans les films, alors que ce qui arrive à Dobby dans les livres, c'est traumatisant. Mais là, c'est un peu le même effet, quoi. Sauf que là, c'est encore plus grave, parce que c'est sur les personnages principaux. Voilà, donc... bref, moi, j'ai adoré les livres. Enfin, adoré. J'ai beaucoup aimé l'univers. J'ai bien aimé la première trilogie. Je l'ai trouvée intéressante. Elle reprend pas mal de poncifs de la fantasy assez classique, avec un héros qui se découvre, qui découvre des pouvoirs, avec un enjeu important sur les épaules, sur l'avenir du monde et de l'univers, etc. À voir ce qui se passe, des sacrifices, des trahisons, des amours contrariés, des trios amoureux, etc. Et puis, on va avoir la duologie qui, là, va être vraiment sur des anti-héros, mais plus riches, ici, sur vraiment une histoire aussi d'amitié, de relations entre les personnages, qui vont avoir des intérêts mêlés d'amitié, etc. Donc, c'est assez intéressant. Moi, je suis vraiment plus intéressée, mais comme la majeure partie des lecteurs, finalement, de cet univers-là, hein, quand j'ai lu des commentaires, ils sont vraiment beaucoup plus attachés aux personnages de la duologie, donc Kaz, Inej, Jesper, Mathias et Nina, que les Mal et Alina, hein. Mais bon, après, c'est pas très grave. Et donc là, on va les suivre vraiment de manière plus au jour le jour et plus au niveau de leur relation. Mais j'ai quand même envie de voir la suite, quoi. Clairement, moi, je vais voir la suite. Ah, mais j'espère vraiment qu'ils vont un peu monter en gamme et en profondeur, quoi. Parce que là, il y a quand même pas mal de grosses ficelles et de personnages assez stéréotypés à voir. Il y a beaucoup de noms russes, ouais, c'est lié au positionnement culturel de l'histoire, qui se veut d'inspiration russe, tout à fait. Donc à voir, dites-moi ce que vous en avez pensé, voilà, de cet univers. En tout cas, il y a des personnages qui sont prometteurs. Pour avoir lu toute l'histoire, moi, il y a un de mes personnages préférés qui va arriver en saison 2, s'il y a une saison 2, que j'adore. Donc, à suivre. Mais voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. On peut continuer la discussion soit sur Twitter, soit sur le Discord de Naotech. Pinguez-moi et je répondrai avec plaisir. J'ai hâte de discuter de ça avec vous. Et sinon, petit aparté avant de terminer l'émission, on a terminé 3 séries ce week-end, et oui, on est un peu des fous. On a terminé The Winter Falcon and the Winter Soldier, For All Mankind et Shadow and Bone, et je peux vous dire que pour le final de série, c'était For All Mankind saison 2, qui a eu la palme du meilleur épisode de fin de saison. Le dernier épisode de la saison 2 de For All Mankind est à ne pas rater. C'est un petit chef-d'œuvre de réalisation, de rythme, d'émotion, de panel d'émotions qui vous fait passer vraiment par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vraiment de manière positive. Donc si vous ne regardez pas For All Mankind, franchement ça vaut le coup rien que pour cet épisode de saison 2 qui est magistral. Un des meilleurs épisodes de fin de saison que j'ai pu voir. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode, accrochez-vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Pour rappel, vous retrouvez le Shop Naotech à 12h30 aujourd'hui en compagnie de Jérôme et de Guillaume. Je ne sais pas s'il est là à tous les shops Naotech. Et sinon, vous retrouvez Guillaume, comme toutes les semaines, le jeudi pour le mug demain matin à 8h. Voilà. Et puis sinon, on va voir si on peut peut-être lancer un petit raid avant la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il me dit, Jérôme, là? Je t'entends pas, là.
Jérôme est dans son bain, donc je n'entends pas ce qu'il me dit. C'est pas grave, on va faire comme moi je le pense. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et à la semaine prochaine. Bye bye.